Elle est un genre à part, comme le dit le titre de sa biographie. Première femme trans à en parler ouvertement dans les médias, elle a fait connaître la transidentité, comme on le disait alors, au Québec. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Voici les affirmations de Michel Blanc. Affirmation, une série de balados-diffusions sur des personnes qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bienvenue à Affirmation, Michel Blanc. Ben bonjour. Ah, je l'ai-tu bien dit? Elle n'a pas la langue dans sa poche? Michel, c'est venu au monde le 1er janvier 1961 à Sainte-Foy, désormais un arrondissement de Québec. Un bébé du Nouvel An. T'étais-tu la première née de l'époque? Tout à fait. Première née? Minuit et 3 minutes. Wow! Et j'étais dans tous les journaux de la Ville de Québec. C'était une grosse histoire. À l'époque, ma mère avait eu 800 $ de cadeaux. En 61, 800 $, c'était la grosse argent. Mais je suis au monde aussi cette année-là. Alors, mes couches ont été portées par tous mes frères et sœurs qui ont suivi. Parce que dans le temps, on n'avait pas les couches jetables. Non, c'est ça. On les lavait. Donc, ça a fait beaucoup parler. On n'a pas beaucoup parlé de ça, de toi, de cet événement-là, parce que quand on lit sur toi, à part de ta biographie, on voit pas beaucoup cet moment de ta jeunesse. Comment ça s'est passé, ta jeunesse? Ben, c'est une jeunesse, somme toute, heureuse, quand même. J'ai grandi en banlieue de Québec, une place qui s'appelle Neuchâtel. Neuchâtel. Dans le quartier de Saint-André. Mm. Alors, c'est un quartier qui a été créé dans les années 60 et qui était entouré de champs, de forêts. Alors, c'était une belle enfance. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Étais-tu tannante? Quelle sorte d'enfant? J'ai tout le temps été curieuse. Écoute, le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie, c'était mon jeu de chimie à 12 ans. Alors, j'avais une très, très grande curiosité et humblement, j'étais très, très intelligente. Donc, je posais beaucoup, beaucoup de questions. Ça fatiguait parce que, bon, on n'aimait pas les questions tellement. Ça interrompait. Pourquoi, c'est ça? Oh, oui, ben pourquoi, comment, qu'est-ce que... bon. Puis, mon enfance, c'était quand même difficile parce que, bon, mon plus vieux souvenir d'enfance, j'avais 3-4 ans et mon plus vieux souvenir, c'était... j'étais heureux d'être au Québec, mais je comprends pas qu'on dit que j'étais un petit gars. Oh. J'avais... Donc, déjà, tu savais... Oh, ouais, à 3-4 ans. Mais ma première journée à la maternelle, je me suis fait battre par 6 autres enfants. Oh non. Alors, j'ai appris assez tôt qu'il fallait que je me conforme, ce que j'ai fait. Et je me suis fait battre jusqu'à peu près la 5e année. Mon Dieu, c'était dur. Parce que tu avais cette différence en toi. Ben, on voyait que j'étais différent. Et d'un, j'étais plus grande que tout le monde. J'étais chétive un peu. J'étais pas musclé, rien. Et j'avais peur de me battre parce que j'ai les jointures proéminentes. Puis j'avais peur de me faire mal aux jointures. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, avoir mal sa gueule ou avoir mal aux jointures, mais avoir mal pareil. Fait qu'aussi bien de me défendre. Et j'ai donné mon premier coup de poing et l'autre est tombé sans connaissance. À partir de ce moment-là, je me suis défendu et là, j'ai réalisé que finalement, ça faisait pas si mal que ça aux jointures et que je me faisais plus écœurer, là, tu sais. Alors, c'était en 5e ou en 6e année, le bully de l'école, là, il me cherchait là, devant tout le monde, puis je l'ai assommé bien raide, puis là, c'est moi qui est devenu la star de la cour d'école. On ne m'écœurait plus. Alors, après ça, évidemment, j'ai continué de grandir, et je suis devenu l'homme viril que tu aurais pu rencontrer, là, une virilité excessive. Mais ça, tu faisais pourquoi? Ben pourquoi? Parce que, rétrospectivement, c'est un mécanisme de négation pour être l'homme... pour être accepté. Moi, oui, puis pour être ce qui était la norme, là, être un homme viril. Puis pourtant, tu ne te sentais pas un homme à l'intérieur de toi. Non. Ça devait être épouvantable de vivre ça. Non, parce que... non, je peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. J'avais des amis... Mais je veux dire, toi, tu vivais ça, là, à l'intérieur de toi, c'était pas du tout ce que tu voulais, mais tu te sentais forcé de vivre comme un homme. Oui, mais ça, tu dis ça après, mais sur le coup... Sur le coup? Sur le coup, tu le vis, puis, tu sais, c'est pas
C'est pas dramatique. Je suis pas dans le bon corps. Puis quand j'avais 12-13 ans, j'espérais. À un moment donné, j'avais mal aux pectoraux. Puis là, je me disais, les seins vont pousser. Mais non, c'était normal. Ça arrive que dans la puberté, les gars aient mal à la glande mammaire, là, tu sais. Puis les seins m'ont pas poussé, tu sais. Puis je me travestissais en cachette de ma famille à partir de Comment tu faisais ça? 11-12 ans. Ben, je volais des sous-vêtements à ma mère, puis la nuit, je mettais ses sous-vêtements, puis des bourrures, puis... Dans ta chambre à coucher? ouais, puis j'espérais que le lendemain matin, quand je me réveille, je voyais une fille, tu sais, mais bon, je n'en parlais pas à personne, puis après ça, ben, j'avais On dit que c'est touchant d'entendre ça, Michel. Après ça, j'avais la honte d'avoir fait ça, là, tu sais. Puis ça, j'ai fait ça toute ma vie, là, tu sais. J'avais des sous-vêtements, j'y jette, j'en rachète d'autres, j'y jette. La culpabilité, c'est pas normal, tu sais, bon, c'était... Puis, tu sais, j'ai consulté beaucoup, là, tu sais, j'ai vu un psychiatre à un moment donné pendant 5 ans, tu sais. Puis j'avais dit, écoute, je me travestis depuis que j'ai 12 ans. Puis il me dit, t'es-tu capable de faire l'amour sans te travestir? Je dis oui. Bon, ben, t'es pas fétichiste, on passe à autre chose, tu sais. Oh my God, il n'avait pas, lui, saisi la dysphorie de genre. Puis au bout de 5 ans, il dit, ben là, Michel, tu sais, tu fonctionnes, tu travailles, tu sais, ça va pas si mal que ça. Moi, je pense que j'arrêterais la thérapie parce qu'il y a du monde qui sont plus mal pris que toi, là, tu sais. Ben, je dis OK. Puis quand j'ai fait ma dysphorie d'identité de genre, peut-être 10 ans plus tard, je l'ai rappelé. J'ai dit, docteur, vous vous souvenez qu'on s'est rencontrés, que j'avais dit ça, nanana. Je dis, moi, je connais rien là-dedans. Il dit, anyway, ton dossier est fermé, ça fait plus de 5 ans, j'ai plus ton dossier. Va voir quelqu'un qui est spécialisé dans le sujet, ben, moi, je peux pas t'aider. Mon Dieu, fait que tout ce temps-là, tu as vécu quand même cette double identité, tu as réussi à t'en sortir. Tu t'es même allé, si je comprends bien, au Collège militaire royal de Saint-Jean. Tout à fait. Mon cours d'officier d'infanterie, j'ai joué au football, j'ai même joué pour le cégep de Sainte-Foy. J'ai été bandeur. Tu sais, j'étais le gars viril qui fait des jokes sur les tapettes, puis qui est bien, bien, bien viril, là. Mais qui est bien gêné en même temps avec les filles, puis Mais tu n'étais pas homosexuel, tu n'as jamais eu de relation avec des gars, toi? Non. Fait que c'était vraiment, tu étais un homme, mais tu t'identifiais comme une femme. Tu avais le corps à la naissance, c'était oui. Comment es-tu arrivé à cette réalisation? Oh my God, il faut que je fasse quelque chose, là, je suis plus capable. On écoutait Larry King, puis il y a une transsexuelle qui passait l'émission, puis avec ses 2 enfants. Puis après l'émission, ma conjointe me demande, ça te fait quoi d'écouter ça, Michel? Puis spontanément, sans y penser, je dis, si tu mourrais, je changerais de sexe. Et quand j'ai dit ça, mon cerveau est parti à 200 000 à l'heure. Et tous les mécanismes de négation que j'avais mis en place depuis mon enfance sont tombés instantanément. Puis je suis tombé en dépression sévère. Okay? Là, je ne dormais plus, j'ai perdu 30 livres. J'ai consulté Michel Campbell, qui est un des grands spécialistes, à la fois psychologue et sexologue. Puis là, il m'a dit, on va faire une évaluation, puis là, tu peux pas prendre d'antidépresseur, je vais t'avoir à l'état naturel. Fait que ça rough, parce que là, tu es en dépression sévère, tu peux pas prendre d'antidépresseur, tu peux pas... Dépression sévère, il y a des risques, là. Les gens s'enlèvent la vie quand ils sont en dépression sévère. Tout à fait. Ça t'est passé par l'idée? Puis au bout, j'y ai pensé. Puis au bout de la démarche diagnostique, il m'a dit, tu souffres de dysphorie d'identité de genre, ou tu changes de sexe, ou tu vas être en dépression sévère le reste de tes jours, avec des antidépresseurs pour amoindrir ta souffrance. Qu'est-ce que tu choisis, tu sais? Alors, le choix était facile, là, tu sais, je vais changer de sexe. Sauf que, évidemment, changer de sexe, écoute, tu réalisais ça, ton monde s'écroule, là, tu sais. Même que avant que j'aie mon diagnostic, j'avais été dîner avec un de mes chums qui est un collaborateur au niveau professionnel, Philippe. Puis il voyait que ça allait pas. Il dit qu'est-ce qui se passe, Michel? Ben, j'écoute, je suis en démarche thérapeutique, là, mais ça regarde pas bien. Je dis, c'est comme si, c'est pas ça, là, mais c'est comme si on est sur le point de m'apprendre que j'ai le cancer, tu sais. Ou que j'ai la lèpre. Tu sais. On va me cracher dessus le reste de mes jours, là, ma vie est finie, là, tu sais. Voyons donc.
2 mois plus tard, quand j'ai annoncé que j'avais une dysphorie de genre et que j'allais changer de sexe, il me répond, « Ah, c'est rien que ça. » Comment c'est rien que ça? Ben, dis-moi, je pensais que tu avais cancer et que tu étais en phase terminale. Là. Je dis, là, ça, je dis, bon, t'es encore vivant, puis, je dis, OK. Tu sais, c'était vraiment... ma vie, au début, là, ma vie était finie, là, tu sais, il n'y avait plus rien à faire. Puis, tu sais, là, j'allais tout perdre. J'allais perdre mes clients, puis je me ramasserais dans la rue, tu sais, puis j'anticipais ça bien négativement, là. Je vois que ça t'affecte encore beaucoup, puis je veux pas non plus mettre trop le doigt là-dessus, mais tu avais aussi ta conjointe parce que t'étais avec une femme. Oui, puis je suis encore avec. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Puis évidemment, ça, c'est l'autre inquiétude. Christine, son nom, Christine va m'abandonner, là, tu sais, elle va... Celle qu'on appelle bébite électrique. Tout à fait. Juste une parenthèse, pourquoi bébite électrique? Parce que, évidemment, moi, j'étais très connu, hein, avant de changer de sexe, là, tu sais, je faisais des chroniques au Canal Argent. J'écrivais dans les affaires, je faisais l'émission Le Lab avec Philippe Fémiou. Alors, j'étais déjà une personnalité publique. Okay? Puis, tu me permets, parce que je sais que tu utilises t'en parles de ton dead name qu'on appelle, là, tu t'appelais Michel, mais pas de LE à la fin, c'est ça? Comment tu dis? Dans ton dead name, là, ton nom que tu avais quand tu étais un homme. Ah, mon dead name. Oui, c'est le même nom. On a échangé l'espace entre le Michel et le Leblanc. Alors, c'est Michel Leblanc. Ouais. Mais bref, pour revenir à Christine, je me disais que je perdrais tout, là, tu sais, que c'était fini. Puis, on s'est quand même séparés 3 mois. Elle est venue voir mon psychologue. Elle a discuté avec mon psychologue. Il a expliqué qu'est-ce que je vivais. Puis, il a dit qu'il fallait que je commence ma transition puis que je fasse ça quand même assez vite. Mais elle a trouvé que ça allait trop vite. Alors, elle avait besoin d'espace pour gérer ça. Alors, on a brisé notre loyer. On s'est pris chacun un loyer. On se parlait tous les jours, puis on se voyait toutes les fins de semaine, mais on ne restait plus ensemble. Ça a duré 3 mois. Puis au bout de 3 mois, elle dit, là, Michel a dit, appelle-moi plus. J'ai vraiment besoin de temps pour penser. Puis là, moi, écoute, c'était la détresse totale. Je suis parti à la brosse, puis là, ça allait pas bien. Une semaine plus tard, elle me rappelle, elle dit, Michel, j'ai bien pensé à ça, on va finir nos jours ensemble. Fait que là, c'est beau. Fait que, on était ensemble. Elle a été 15 ans avec un homme, puis là, ben, ça fait 15 ans qu'elle est avec une femme. Wow. Mais t'es vraiment chanceuse d'avoir ça dans ta vie, hein? Oui, je suis extrêmement chanceuse, puis en même temps, ben, j'ai quand même eu beaucoup de pertes aussi. Là, moi, je pensais que ma famille comprendrait puis que je perdrais tous mes clients. J'ai gardé mes clients, mais j'ai perdu ma famille. Ah non, ta famille, ça n'a pas marché? Non. Raconte. À cause que ils ont supposément que j'avais tous les défauts que j'avais pas avant que je dise que je change de sexe. Que je leur ai imposé ça, que j'allais traumatiser leurs enfants. Bref, la liste était longue. Là. J'avais plein de défauts qu'ils ne m'avaient jamais dit auparavant, mais que là, supposément, j'avais développé ça au moment où ils ont appris que j'allais changer de sexe. Et ça va faire 20 ans, là, tu sais, de ça. Et tu n'as toujours pas de lien avec eux autres? Non. Il y a un de mes frères, André, avec qui je communique, mais tu sais, j'ai une grande famille. Là, tu sais. Puis il y a une de mes demi-sœurs par alliance qui est revenue. Mais moi, j'étais le parrain de son plus vieux, puis le tuteur légal de ses 2 enfants. Puis moi, ces enfants, c'était comme les enfants que moi, j'ai pas eus. Je les ai élevés toutes les fins de semaine. Ils venaient chez nous. On avait une maison avec une piscine à Saint-Bruno. Puis j'adorais ces enfants-là. Fait que quand j'ai changé de sexe, ça a coupé pendant des années, là, tu sais. Mais par hasard, on s'est retrouvés à Montréal, puis ils m'ont sauté dans les bras, puis après ça, ben là, les parents ont eu pas le choix de suivre, là, tu sais. Les enfants, eux autres, ils voient pas la différence. Non, non. Un homme, une femme. Ah, t'es une femme, c'est parfait. Non. Puis Christine, quand je l'ai rencontrée, elle avait un fils. Puis son fils, ben écoute, ça fait 30 ans que je suis avec sa mère, fait que c'était un peu comme mon gars, là, c'est sans être mon gars. Puis lui, quand j'ai annoncé que j'allais changer de sexe, il me dit Michel, tu as été l'homme le plus présent de ma vie. Quoi qu'il arrive, jamais j'aurais honte de marcher à côté de toi sur le trottoir. Fait que, mettons que j'étais profondément touché, et lui aussi. T'sais. Ah, c'est beau d'entendre ça.
C'est les affirmations de Michel Blanc. Michel, donc on parle de ce moment très important de ta vie, la transition, même si ça fait déjà quelques années. Ça fait 15 ans maintenant? Oui, on peut dire que ça fait plus que ça, là, mais disons 15 ans. Okay. Parce que tu sais, quand on parle de transition, le monde, il est tellement... Quand est-ce que tu as changé de sexe? Oui, mais la question, c'est quoi pour toi le moment où j'ai changé de sexe? C'est quand j'ai eu la dysphorie d'identité de genre, quand j'ai commencé les hormones, quand j'ai eu la chirurgie de féminisation faciale, quand j'ai eu les vaginoplasties. C'est lequel des moments là, que toi, tu juges que là... C'est lequel moment pour toi qui est important? Ben moi, c'est sûr que la vaginoplastie, c'était un moment quand même important. Là. Quand je me suis réveillé après l'opération, j'avais une libération, j'avais une joie, c'était un jalon important. Mais tu sais, dans la tête du monde, c'est quoi, là? Où ça commence, tu sais? Fait que, tu sais, à la limite, ça a commencé à 3 ans, tu sais. Tu t'es rendu compte que tu aurais aimé ça être une petite fille? Oui. Fait que, tu sais, quand est-ce, tu sais, ça se fait pas instantanément, ça, là, tu sais. Avant d'avoir le droit d'avoir des opérations, à l'époque, il fallait qu'il y ait 2 diagnostics différents de 2 spécialistes. Après ça, il faut que tu vives dans le sexe de destination 1 an avant de pouvoir avoir des chirurgies. Plus, il y a toute la prise d'hormones. Après ça, il y a tous les tests, médicaux. Parce que, tu sais, faire une transition, c'est difficile physiquement, là. Oui. C'est les opérations. Tu sais, ma chirurgie faciale, ça a duré 8 heures sur la table d'opération. Wow. Fait que ça m'a coûté 25 000. Parce que ça, c'est pas tout payé par l'État. Là, même si on diagnostique une dysphorie genre. Puis je pense qu'encore de nos jours, il y a beaucoup de ces chirurgies qui ne sont pas remboursées. Ben, en réalité, moi, je suis la première pour qui ils ont payé pour la vaginoplastie. OK. Parce que, bon, à l'époque, j'avais été président d'honneur de Fierté Montréal. Ouais. Puis j'avais passé Tout le monde en parle. Puis j'avais blasté Mme Marois, qui était ministre de la Santé. Parce que Tout le monde en parle, avait demandé c'était quoi la réalité des trans, puis j'avais dit que c'était scandaleux, puis que le gouvernement, il payait, mais qu'il envoyait les filles se faire charcuter dans les pays de l'Est, alors que les plus grands spécialistes mondiaux étaient à Montréal. Mais parce que c'était pas payé, il fallait aller ailleurs. Je vais te demander, parce qu'on a les caméras, de te retourner vers moi pour qu'on puisse te voir. C'est parfait. Je vais continuer là-dessus parce que c'est super important ce que tu racontes. Tu as fait pas juste parce que souvent les gens font une transition sociale. On va s'entendre parce que être une femme ne nécessite pas nécessairement d'avoir une chirurgie, la vaginoplastie que toi, tu as choisi d'avoir, mais d'autres ne le font pas. Mais tu as fait plus qu'une transition sociale, tu as fait une transition très publique. Le fait d'être allé en ondes et d'en parler à la télévision et de blaster, comme tu l'as dit, Mme Marois, ça prenait, tu vas-tu me permettre de le dire directement, ça prenait des couilles, là. Oui et non. Tu sais, moi, quand j'ai eu mon diagnostic puis qu'il fallait que je change de sexe, j'ai réuni des spécialistes de relations publiques puis des personnes très proches. Là, j'ai dit, comment je gère ça? Ils m'ont tout dit, ferme ta gueule. Puis là, ben moi, je faisais des conférences sur l'importance de l'authenticité en ligne. Puis, je suis pas une menteuse, puis je suis une personne transparente. Puis, je me disais, tu sais, avec les hormones, les seins m'ont commencé à me grossir. Je pourrais pas dire que c'est parce que je mange trop de crème glacée. Là, ça passe pas inaperçu. Tu dis quoi, tu sais? Alors, j'ai fait mon coming out alors que j'étais encore un homme. Et là, ça a fait la première page de la presse. Puis après ça, j'ai été choisi. Yahoo Canada avait une initiative qui appelait Big Idea Chair, où ils honoraient des penseurs marketing. Et j'étais la première personne canadienne-française qui avait été choisie pour cette publicité-là de Yahoo Canada. Fait que Yahoo m'appelle, puis ils disent, Mme Blanc, on voudrait faire un shooting avec vous, puis vous honorer dans Marketing Mag, Coast to Coast. Ça me ferait très, très plaisir, mais entre le moment où vous allez faire le shooting et le moment où ça va sortir, je vais être rendu une femme. Mais on dit, dans ce cas-là, on va faire 2 pages de publicité. Je dis, voyons donc. On dit, oui. OK. Fait que là, 2 pages de publicité.
une en homme, puis une en femme, dans Marketing Mag. Puis après ça, tout le monde en parle. Fait que là, ça a fait... je suis passé de freak, parce que c'était bien, bien difficile. Au début de la transition, tu étais un homme en robe, là, puis... je me promenais sur Saint-Laurent dans le quartier portugais. Les Portugaises en robe noire passaient à côté de moi puis ils crachaient à terre. Là, ou j'étais assis sur une terrasse puis les jeunes descendaient à Saint-Laurent. Ils arrêtaient de marcher, ils donnaient des coups de coude, ils me pointaient du doigt puis ils partaient à rire. C'était rough, là. C'était vraiment rough. Parce que tu n'avais pas eu ta féminisation du visage. Non, puis etc. Tu sais, t'es quand même une personne costaud. Tu fais tout à fait. J'ai encore une grosse voix. Tu sais, j'ai fait de l'orthophonie, mais le problème de l'orthophonie, c'est que c'est une voix, il faut toujours que tu y penses. Ouais. Puis moi, je suis une personne spontanée, fait que, tu sais, ça marche pas. Puis en plus de ça, c'est qu'à un moment donné, je m'envoie dans un bar, puis je demande un scotch. Un scotch. Le scotch n'arrivait pas. Puis à un moment donné, j'ai dit un scotch. Puis là, Chris, le scotch est arrivé, tu sais. D'ailleurs, il y a plein de femmes. Ça, c'est une autre affaire. Des fois, il faut que les gens arrêtent d'avoir des préjugés. Il y a plein de femmes qui sont venues au monde femme et qui ont une grosse voix. Tout à fait. Puis il y a plein de femmes qui sont baraquées. Puis tu sais, d'ailleurs, tu sais, je veux dire, toutes les trans vivent par ça. Là, au début de la transition, là, toi, là, c'est comme une nouvelle puberté. Tu sais. Là, tu as tous les styles. Là, c'est quoi mon style? C'est quoi ma couleur de cheveux? Comment? Puis là tu essaies différents. Puis t'achètes du maquillage. Puis là, t'es trop maquillé. T'es trop femme. T'es plus femme qu'une femme. Puis t'as l'air d'un clown. Tu sais. Ça dure, dépendamment de la personne, de 6 mois à 3 ans, mettons. Là, fait que c'était comme une deuxième puberté. Là, tu découvres ta féminité. Puis à un moment donné, ben là, t'as la réalité de la vie là, qui te frappe. Là, tu sais. T'as beau te maquiller, t'as beau avoir les plus beaux kits, tout ce que tu veux. Le monde, ils vont quand même déceler à quelque part que t'es une trans. Puis ils vont te le projeter. Puis c'est tough en tabarnak. Puis après ça, à un moment donné, là, tu t'en crises. Ça va te blesser encore, mais tu te fais une muraille, tu sais. Ouais. Puis moi, tu sais, je peux pas cacher que je mesure 6 pieds 2 puis que je pèse 250 livres, là. Ma masse osseuse est là, tu sais. Puis... par contre, ça m'a aidé, tout le monde en parle, parce que je suis devenu connu, puis je suis devenu un peu comme la porte-étendard des trans au Québec. Mais tu sais, tu disais au début là, que la première trans qui a fait un coming out, non. Marie-Marcel Godbout, elle faisait de la TV, puis elle était là, puis elle était très, très présente. Mais Marie-Marcel Godbout n'était pas connue. Moi, j'étais connu. C'est ça. Tu sais, moi, j'étais une personnalité publique déjà, puis ça ne pouvait pas passer inaperçu. Je ne pouvais pas faire semblant que ça n'arriverait pas, là, tu sais. Ou, puis il y a aussi dans la communauté trans, tu sais, ce qu'on appelle l'espèce de paradis du passing. Ouais. Tu sais, que toi, tu vas devenir tellement femme que le monde ne saura même pas que tu as déjà été un homme. OK? Mais c'est quoi ça? Tu sors d'un garde-robe pour rentrer dans un autre garde-robe. Tu sais, puis moi, je ne vais pas sortir d'un garde-robe puis rentrer dans un autre garde-robe faire semblant que je n'ai pas été Michel Leblanc, là, tu sais. Puis... j'ai pas honte d'avoir été un homme. Mais je suis heureuse d'être une femme. Puis je renie pas mon histoire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça que j'ai vécu. Là, tu sais, je ferai pas semblant que c'est pas vrai. C'est ça que j'ai vécu, tu sais. Alors, c'est sûr que je suis pas la femme la plus féminine que tu peux rencontrer dans la rue, là, on s'entend, là. Mais c'est ça que je suis. Puis j'assume qui je suis. Puis en même temps, moi, j'ai toujours essayé... Tu sais, parce que dans la communauté trans, là, bon, puis dans les communautés LGBT en général, avec le mouvement woke, là, il y a beaucoup de jérémiades, puis il y a beaucoup de culpabilisation des autres, puis il y a beaucoup de demandes. Puis moi, non, moi, j'ai essayé de montrer que tu pouvais être différent. Puis ça, c'est une chose que m'avait dit mon médecin, puis qui m'a toujours resté. La première personne à qui j'ai dit mes enjeux, là, c'était mon médecin de famille. Puis elle m'avait dit, vous savez, Mme Blanc, il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse. Puis, tabarnak a raison, tu sais. Puis, ça m'est toujours resté. Puis, j'essaye de projeter le fait que, oui, je vis une vie marginale heureuse et je vis une vie marginale relativement heureuse. Puis, je connais plein de trans qui ont du succès, puis qui ont des belles vies, puis qui ont réussi à passer au travers. Et une des personnes qui m'a grandement aidé, qui m'a donné le courage de traverser tout ce que j'ai traversé, c'est une trans qui s'appelle Lynn Conway.
qui a fait le site web Transsexual Women's Successes, où il y a des histoires de trans partout sur la planète qui ont réussi leur vie. Puis ça, je trouve ça inspirant. Ça, moi, ça m'a donné le courage de penser que ma vie n'était pas finie parce que je changeais de sexe, puis que je pourrais faire de quoi de ma vie, même si j'avais changé de sexe. Est-ce qu'elle devrait mettre ta vie sur ce site-là? Elle a arrêté de l'alimenter. OK. Parce que, bon, elle l'a fait quand même pendant des années, puis à un moment donné, à passer à autre chose. Puis, tu sais, aussi en même temps, ce qui est difficile pour les trans, c'est un peu ça, là, tu sais. Un coup, tu l'as fait de ta transition. Tu vas-tu continuer de parler de transsexualité le reste de tes jours? Tu sais, c'est un peu comme si toi, tu as eu le cancer. Tu vas-tu continuer de parler du cancer le reste de tes jours, un coup que tu es guéri, là, puis que tu es en rémission, là, donc tu veux passer à d'autres choses, là, tu sais? Ouais. Puis encore là, il y a justement le passing. Il y en a qui, un coup, qui ont changé de sexe. Non, j'ai jamais été une trans. Moi, j'étais une femme, là, tu sais, je suis pas une trans, là, tu sais. Fait que tous ces phénomènes-là n'aident pas à faire reconnaître la transsexualité. Et moi, ça ne me tentait pas de la faire ma bio, tu sais. Parce que c'est mon éditeur qui m'a demandé, tu sais, j'avais déjà écrit des livres, là, tu sais, les médias sociaux 101, 201, etc. Puis elle dit, j'aimerais ça qu'on fasse ta bio. Jacques Lanctot va l'écrire. Puis Jacques Lanctot, ben, c'est quand même un des grands éditeurs qui existe au Québec. Puis c'est un très, très bon écrivain. J'ai dit oui, OK. Puis là, je me disais, la beauté, c'est que, tu sais, à un moment donné, il y a la cassette. Les questions que tu me poses, là, je ne veux pas te faire de la peine, mais ça fait 10 000 fois qu'on les pose, les crises de questions. À un moment donné, tu as ta cassette, tu sais. Puis là, ben, je vais dire, bon, lis ma bio, si tu as d'autres questions, tu voudrais me voir. J'ai dit ça à un de mes voisins, à un moment donné, André, il reste, en fait, c'est de chez nous, l'autre bord du lac. Ouais, Michel, pendant un barbecue. Ouais, Michel, j'ai des questions par rapport à ta transition. Ça marche comment, toi, ta plomberie? En tout cas, André, Quelle question. Tu sais, écoute, il y a des enfants, puis tout, là, tu sais, c'est un barbecue. Ah non, je suis curieux, je veux savoir comment ça marche, ta plomberie. Je regarde André, j'ai dit, ma bio est écrite. Achète-la, lis-la. Il dit, tu fais combien avec ça? Bon, je dis 1 pièce. Il dit, je te donne de suite. Je dis, c'est trop drôle. On va continuer en deuxième partie. On va parler d'autre chose que de la transition, promis. Michel Blanc, elle le dit elle-même, elle est une grande gueule. Bon, on va plutôt parler d'authenticité. Et grâce à cette authenticité, la transition, qui n'était pas un phénomène très connu avant au Québec, a fait un grand bond. Et cette authenticité, peut-être, il a parfois joué des tours. Mais elle est comme ça, c'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, bien que voici les affirmations de Michel Blanc. Affirmation, une série de balados-diffusions sur les gens qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Rebonjour Michel Blanc. Ben rebonjour. Alors, tu vois, j'ai pas parlé de la grand gueule trop longtemps, j'ai parlé d'authenticité. C'est bien. Parce que c'est quelque chose qu'on te reproche. Une grande gueule? Oui. Est-ce qu'on a raison de te le reprocher? Tu sais, oui. Oui, on a raison. Puis oui, j'ai une grande gueule. En même temps, tu sais, je te disais tantôt là, que j'ai mis la cassette, là, tu sais. On aime ça, la cassette. Ouais. On va bitcher sur la cassette, mais on force les gens à avoir des cassettes. Tu sais, j'ai fait de la politique, là. Ouais. Puis quand tu parles vrai, là, tu rouvres la porte à ce qu'on te bâche dans les médias. Ouais. Puis quand tu as la cassette, ben la cassette, elle passe. Ouais. Ah, c'est vraiment, il y a damn if you do, damn if you don't. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai... tu sais, on m'a déjà comparé à Falardeau. Puis, ça m'a touché. Tu parles de Falardeau le père, là? Oui. Oui, oui. Puis, d'ailleurs, j'étais au mariage de Julie Schneider.
Puis la conjointe à Falardeau est venue me voir pour me dire comment elle m'admirait, puis que c'était extraordinaire. Puis ça m'avait bien bien touché. Puis Falardeau, oui, il avait une grande gueule, mais il avait de quoi dire. Ah! Tu sais, tu sais, c'est ça, tu sais, une grande gueule pour une grande gueule. Tu sais, c'est ça que je dis à mes étudiants, là, tu sais, je dis, dire que c'est de la merde, c'est facile. Expliquer pourquoi, c'est un petit peu plus compliqué. Toujours plus compliqué, oui. Mais justement, moi, j'aimerais t'amener là parce que c'est un peu grâce à cette authenticité ou grande gueule, dépendamment de quel point de vue on le prend, mais que tu possèdes, que tu as quand même fait avancer. D'abord, ça t'a aidé à passer au travers de ta transition. Si ça avait venu d'être de ça, je pense que tu aurais peut-être trouvé ça plus difficile. Mais je te dirais aussi que le sens de l'humour m'a beaucoup aidé. Oui. Souvent, j'ai viré ça en joke, là, puis... tu sais, à un moment donné, un de mes voisins, M. Robert, un très, très bon monsieur, à l'époque, il avait 85 ans. Puis moi, je suis le gars qu'il aurait aimé avoir. Là, tu sais, il y a 3 filles, puis bon. Fait que, il me parlait tout le temps masculin. Puis à un moment donné, je disais, hey, mon tabarnak, tu te trompes encore, je te French. Puis quand il dit, non, 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 non. Fait que, tu sais, il dit, OK. Le lendemain, il vient me voir, il dit, ouais, Michel, j'ai rêvé à toi cette nuit. Genre, oui. Tu touchais-tu? Il dit, non, non. Il dit, j'en ai parlé à ma femme. Ah oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit, ah, au moins, tu fais des affaires dans ton sommeil, tu sais. Oh non! Fait que tu sais, l'humour, des fois, ça désamorce un peu. Puis tu sais, moi, quelqu'un qui va me parler au masculin de façon inconsciente, je le comprends. J'ai une grosse voix, j'ai une corpulence, je suis pas la femme la plus féminine qui existe sur la planète. Je le comprends. Mais si tu le fais par exprès ou si tu le fais par méchanceté, là, c'est une autre histoire. Oui, puis tu laisses pas passer ça. Hein? J'ai vu que par non. moment, tu as même poursuivi des gens pour leur bêtise. Là. Oui. Il y a même une poursuite qui est en cours au moment où on se parle. Là. Ah oui? Ah oui. Ça, comment vis-tu ça? C'est violent de se faire mégenrer, et surtout quand la personne le fait par exprès. Là. Ah, là, dans ces cas-là, c'est rough. C'est difficile. C'est difficile. Puis en même temps, tu sais, je sais que des fois, c'est inconscient. Tu sais, au début de ma transition, là, la condition de mode pour les très, très grandes femmes et corpulentes femmes était mieux qu'elle est présentement. Il y avait Collection Eau, il y avait la boutique Grandeur. Puis Nathalie Bourgoin, la designer de Collection d'eau, c'est une femme de 6 pieds, hein, avec une certaine corpulence. Marcher à côté d'elle, ça me fait tellement du bien de marcher à côté de toi. Elle dit, tu savais, Michel, le nombre de fois que je me suis fait appeler monsieur, moi aussi. Puis pourtant, c'est une vraie femme, puis mère d'enfants, puis un méchant pétard en plus de ça. Mais le monde, inconsciemment, t'es plus grand qu'eux autres, tu dois être un monsieur. Ils regardent même pas. Tu sais, le monde ne regarde pas, là, tu sais. Tu sais, si tu savais le nombre de monde qui m'ont dit, ah, toi, t'es avocat. Ben, premièrement, je faisais le droit, je serais avocate. Puis deuxièmement, non, je suis pas Michel de Montreuil. Ah, ben, tu y ressembles. Non, je y ressemble pas en tout. Michel Montreuil, qui est une autre personne trans à Québec, oui. Oui, ben, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme, tu sais, ce qu'ils voient, eux autres, c'est la particularité. Puis tu as passé à la TV. L'association mentale se fait, mais toi, ils ne te voient pas vraiment. Tu sais, je dis ça en joke, mais c'est pas des jokes, c'est ça, tu sais. C'est comme les Noirs, ils se ressemblent tous, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, si tu connais pas de chum noir, puis tu n'es pas ami avec eux autres, ben, à un moment donné, tout ce que tu vois, c'est la couleur de la peau. Tu vois plus la personne. Alors moi, quand ils me voient, ils ne voient pas ma personne, ils voient la transsexualité. Puis ils associent ça que transsexualité puis TV. Bon, ben... T'es Micheline de Montreuil. Non, on se ressemble pas, mais pas en tout. Pas en tout. Non, pas en tout. Je connais Micheline de Montreuil aussi. Fait que, tu sais, c'est weird comme phénomène. Mais tu sais, je le vis et je le comprends, tu sais. Moi, je voulais t'amener aussi à parler de qui tu es, parce que, oui, tu es une personne trans, une femme trans, mais d'abord et avant tout, tu es titulaire d'une maîtrise en sciences et commerce électronique de l'Université de Montréal. C'était l'une des premières personnes à jamais avoir ce genre de diplôme-là. Et ça, tu le détiens depuis avant ta transition. Tu avais même une business. Comment ça a joué la transition là-dedans? Comme je te disais tantôt, mes clients, ils ont très, très, très bien réagi. T'sais, vraiment, j'ai été très, très touché de ça. Entre autres, Marie-France, qui est copropriétaire de Dessin de Drummond. On avait été dîner ensemble, puis en revenant de dîner, je lui ai dit que j'allais changer de sexe, tu sais. Puis, ma femme dit, ah, quelle bonne nouvelle. Je dis là, tu me surprends.
Elle dit, elle dit, tu vas être mieux dans ta tête. 2, si t'es mieux dans ta tête, tu vas être plus productif pour nous autres. Puis 3, on va pouvoir parler de robe. J'avais pas vu ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai eu des réactions qui m'ont grandement surpris. Un de mes clients, qui est un ancien banquier, qui est le père d'une personne très, très connue dans le monde de l'humour, on ne le nommera pas, là, ben, je vais dîner avec, puis il me dit, « Ah, Michel! » Il dit, « Tu me dis ça? » Il dit, « Moi, il dit, j'étais un homophobe. » Mais comment t'es un homophobe? Il dit, « Non, moi, j'étais un homophobe, mais il dit, je vais t'aider. Il dit, je vais te trouver le meilleur chirurgien. Il dit, ma fille, elle étudie en chirurgie. Il m'a demandé, c'est qui le meilleur chirurgien? Il dit, je veux t'aider, Michel. OK. C'était weird, là, tu sais. C'est comme. Fait que ça a bien été. Mais ce qui a été moins bien, c'est mon expérience politique. Ben allons-y, l'expérience politique. Parce qu'en 2018, tu te présentes pour le Parti québécois dans la circonscription de Mercier, c'est ça? Oui. Et ça va pas mal, ces chapeaux de roue au départ. Ça va pas bien. Écoute, j'étais la candidate transsexuelle dans tous les médias nationaux de Montréal. Ma région, j'étais le grand spécialiste du numérique qui sait de quoi qu'il parle. Oui, parce qu'on était dans une époque quand on était en pleine transition numérique. En fait, on a pris pas mal de retard là-dessus, mais c'était important d'en parler. Ouais, on était aussi à l'époque de Slav, on était aussi à l'époque de Slav, qui est le show qui avait été présenté par Robert Lepage, oui. Ah oui, puis tu sais, un mois avant, c'est la première fois en 400 ou 500 ans que Hamlet de Shakespeare était joué par un noir, puis c'est Robert Lepage qui avait choisi le noir, mais un mois plus tard, c'est rendu un raciste. Ouais. Puis au même moment, il y avait eu l'autre scandale aussi. Il y avait eu Slav, il y avait 2 événements. Puis après ça, moi, j'étais le 3e. Oui, je pense qu'il y avait une prof d'université, c'est tout ça qu'il y avait. Non, il y avait un autre show qui avait été. Le show. C'est quoi l'autre show qui avait été cancellé? En tout cas, bref, c'était la naissance du cancel culture. Oui. Puis c'était le Me Too qui arrivait. Puis moi, j'étais la première personne trans ministrable qui se présentait. Puis en plus de ça, je me présentais dans le Château Fort de Québec solidaire. Écoute, c'était épouvantable. Je me suis fait... Mais pourquoi? Est-ce que tu peux en parler? Pourquoi on a décidé que tu étais une personne pas présentable? Écoute, j'étais sur le plateau. Moi, j'aurais préféré me présenter dans Bertrand, dans mon coin où j'habite. Mais le parti voulait que je me présente sur le plateau. Puis, moi, je suis allé là pour un plan numérique pour le Québec. Ça faisait 10 ans que je militais pour que le Québec fasse un plan numérique pour le Québec, puis rien qui bougeait, là, tu sais. J'avais même été au Forum des idées de Philippe Couillard parler du numérique, puis il expliquait que ça n'avait pas de bon sens, qu'on n'avait pas de plan numérique pour la société. Là, rapidement, là, juste une petite parenthèse, plan numérique, parce que pourquoi on aurait besoin de ça? Bien, 1, pour les infrastructures. Oui. 2, pour la population, les préparer au numérique. Puis là, on a l'intelligence artificielle. Puis ces gens-là, ils ont besoin de s'adapter. Il y a des chances. Puis on n'est pas préparé. Non. Donc, puis, je ferme la parenthèse. Oui. Bon, c'est ça, tu sais. Puis moi, c'est mon expertise. Tu sais, je veux dire, ça fait 20 ans que je fais ça, là, tu sais. Fait qu'on avait besoin de ça. Mais bref, ça a passé. Écoute, quand j'ai fait ma conférence de presse pour le plan numérique pour le Québec, il y a eu 32 minutes de questions. Il y avait 2 questions sur le plan numérique. Toutes les autres questions, c'est « Vas-tu t'excuser d'être antisémite, d'être islamophobe? » Mais pourquoi on te reprochait ça? Parce qu'on a pris... parce qu'il y a un journaliste en particulier qui reste sur le plateau, qui est très, 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 très connu. Avant même que je dise que je me présentais, il commençait à me bâcher. Avant, pendant, puis après les élections, c'était la pire gaffe que le PQ avait faite. Il m'a vomi dessus. Puis il prenait des tweets sortis du contexte, puis il faisait dire n'importe quoi. J'ai fait de l'exercice avec les journalistes, puis c'est bien facile de faire dire n'importe quoi avec quelqu'un, avec un tweet qui a été écrit il y a 5 ans, il y a 10 ans, whatever, là, tu sais, puis bref, c'est ça qu'ils ont fait. C'est une job de bras, tu sais. Puis moi, après ça, j'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Ça allait pas bien. J'ai remonté ma business. Je suis allé dîner avec un de mes clients, puis le client dit « Bon, pourquoi tu fais pas telle affaire? » Non. Je dis « C'est une bonne question. On va faire ça. » Puis doubler mon chiffre d'affaires, ça allait super bien. Paf, si la COVID arrive, je perds mes 2 plus gros clients d'une shot. Ouch. Là, je suis en train de remonter ça un peu. Là, ouais. En même temps, là, comme j'arrive quasiment à la pré-retraite, j'ai commencé à enseigner à HEC. Puis ça me fait du bien de donner ma connaissance aux jeunes, puis de préparer la prochaine génération de gestionnaires
du numérique, là, tu sais. C'est un fait dommage parce que tu étais une pionnière dans Oui. le domaine numérique. Moi, je me rappelle des conseils que tu me donnais. Tu me disais, Denis, parle plus de toi. Tu sais, révèle-toi un petit peu plus dans tes réseaux sociaux. Pas tout raconter ta vie, mais tu sais... Sois plus humain. Sois plus humain. Oui. Puis moi, j'ai toujours retenu ça de toi. Oui. C'est le meilleur conseil qu'on a pu me donner. Bien, souvent, c'est ça. C'est que les gens font du narcissisme communicationnel. Puis moi, mon entreprise, moi, mon service, puis ça pogne pas. Ouais. Fait que si tu parles de ton sujet, tu deviens pertinent. Ouais. Alors, c'est ça qui n'est pas simple. Là. Parler de son sujet, puis quand tu parles de ton sujet, on voit que tu connais ton sujet, puis évidemment, ton sujet il est associé à ton produit ou ton service. Donc, éventuellement, ton produit et ton service, les gens le comprennent, puis ils l'achètent s'ils en ont besoin. Fait que c'est ce qu'on appelle du pull marketing au lieu du push marketing. Alors, tu attires le client au lieu de mettre d'en face tout le temps tes pubs qui n'ont pas d'effet, tu sais. Puis pour expliquer ça, là, un petit 15 secondes, là, expliquer ça de manière bien simple, c'est comme Lulu Lemon. Lulu Lemon, là, ils vendent des pantalons stretchy qui coûtent la peau des fesses. S'ils parlent de leurs pantalons stretchy, ça écarte tout le monde. Alors, ils parlent de nutrition, de course, de yoga, de lieux pour faire du yoga, de voyages de course. Puis d'un coup, ils deviennent intéressants. Ils montent 500 000, 1 million, 2 millions de followers. Puis là, quand ils parlent de leur pantalon, il y a quelqu'un pour le lire, puis le cliquer, puis l'aimer. Fait que c'est simple puis c'est compliqué à la fois. T'sais. Je voudrais juste revenir au passage politique. Oui. Ça t'a blessé profondément. Oui, tout à fait. Ça m'a blessé humainement, puis ça m'a blessé financièrement, puis ça m'a blessé idéologiquement, puis ça m'a blessé... tu sais, on dit que les politiciens n'ont pas d'idées. On les écoute pas, les idées. On veut pas les idées. Le monde médiatique actuel, là, c'est la clip, puis c'est la phrase punch, puis la phrase assassine. Puis les idées, fuck that, là, regarde, c'est pas ça qui fait cliquer, là, tu sais. Fait que c'est une campagne sale, vraiment dégueulasse. Le PQ, tu sais, il avait fait toute une revue de... Puis, tu sais, moi, écoute, j'avais 80 000 tweets, là, tu sais, il veut dire, plus mes billets de blog, 2500 billets de blog. Il avait tout lu. Puis, c'est bien correct. Il y avait une chose qui stressait. C'est pas ça qui est sorti. Ce qui stressait, c'est que j'avais butché ces carrés rouges. Que je trouvais ça indécent, tu sais. Puis, évidemment, Mme Marois, elle était très pro-carré rouge. Fait qu'il avait peur que ça sorte puis que ça fasse scandale. Finalement, ils ont sorti des balivernes qui n'ont aucun esti de rapport puis ils n'ont jamais parlé de mon plan numérique, tu sais. Fait que c'est scandaleux, tu sais. Toujours avec Michel Blanc à Affirmation. Michel, tu as écrit dans ton blog un texte intitulé « Pour pouvoir marcher la tête haute de nouveau, stop au lynchage public », là, hashtag lynchage public. On a souvent mentionné mon authenticité, mon expertise et ma soi-disant grande gueule. Et on a même déjà dit que j'étais un livre ouvert. Pourtant, on peut lire entre les lignes que tu as beaucoup souffert de cet épisode. Oui. Comment ça va aujourd'hui? Ben ça va bien. Ça va bien. Ce qui m'a beaucoup aidé, évidemment, c'est ma conjointe, c'est notre fils, c'est notre petit-fils. D'ailleurs, mon petit-fils était au lancement de ma campagne. Il y a une photo de mon petit-fils qui a une balloune dans les mains et qui me regarde parler, que je trouve extrêmement touchante. Puis, évidemment, j'habite en forêt. J'habite en forêt à Chaussée, sur le bord d'un lac. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est là que moi, je voulais me présenter, mais le PQ, il me voyait dans Mercier. Et peut-être que si je m'étais présenté là, ça aurait été différent. Mais profil socio-démographique, patati patata, tu vas être dans l'œil des médias, puis bon, eux autres, ils pensaient que... Ils misaient beaucoup sur toi. Oui, parce que tu es une excellente communicatrice, il misait beaucoup sur toi. Tout à fait. Puis écoute, quand j'ai rencontré Jean-François Lisée, il m'a dit, c'est quoi les 2 bonnes idées que tu as pour le Québec? Écoute, c'était vraiment, là, on veut changer les choses, là, tu sais. Mais c'est le Parti québécois, le Parti mal aimé, là, tu sais. Je veux dire, avant la course, le Parti québécois perdait 2 conseillers. On titrait le Parti québécois en déroute. Puis le Parti libéral perdait 22 ministres et députés. Puis on titrait « Les libéraux se renouvellent ». Tabarnak, tu sais. Ouais. Ça part mal, là, tu sais.
En tout cas, regarde. Puis là, ben, c'est ça, d'être dans le bois, puis en même temps, c'est bon parce que quand tu es dans le numérique, là, tu es dans le virtuel, tu es dans ta tête. Puis c'est quand tu es dans le bois, puis ben, tu mets les mains dans la terre, puis tu touches aux arbres, puis Comment tu es environnementaliste toi-même? Environ, on T'aimes pas le terme, mais... Mais oui, ben c'est sûr. Je me permets, là. c'est sûr que je fais mon jardin, puis je fais mon compost, puis j'aime la forêt, j'aime les animaux. Je donne des noms à certains de mes arbres. Je fais mon sirop d'érable, je fais mon sirop de bouleau. Tu sais, là, je suis bien contente. Un de mes ex-beaux-frères m'a donné une tranche d'érable centenaire. Puis là, j'ai fait une petite table à café, là, j'ai fini de la sabler, puis je vais mettre ça dans ma maison. Puis je fais de la sculpture naturelle. Fait que je m'en vais dans la forêt, puis je trouve un morceau de bois, je le trouve beau, je le mets en valeur, puis je le mets sur mon mur, tu sais. Fait que, oui, j'aime la nature. Puis la nature, ben ça te ramène à la base de la vie, là, tu sais. On a besoin de toucher le sol, de marcher nu-pied dans le gazon, de respirer l'air frais, puis de voir les étoiles, tu sais. Je reviens en politique rapidement. Si Paul Saint-Pierre Plamondon t'appelle demain et te demande de te présenter. Ah, il peut toujours essayer, là. Mais le PQ va bien, là. Il pourra facilement gagner ça va les élections. très, très, très bien. Mais d'ailleurs, moi, j'ai aidé un certain Guy Nantel. Mm-hmm. Bon, Guy Nantel aussi, il aurait été bon, là, tu sais. Mais c'est Paul Saint-Pierre qui a gagné. Puis il fait une très bonne job, effectivement. Il a vraiment le vent dans les voiles. Puis il a des bonnes idées. Alors, S'il t'appelle? S'il m'appelle, je vais répondre. Tu ne vas pas répondre, hein? Tu te connais pas, hein? Non, mais non, je suis vieille. Mais là, franchement, on a le même âge, mais je me sens pas vieux, là. Oui, mais la politique, c'est une autre histoire. Là, ouais. La politique, surtout aujourd'hui, là, avec la politique spectacle, avec les médias qui courent après les clics, avec le fait qu'on n'écoute plus les idées, il n'y a pas de débat d'idées ben, là. En tout cas, cette campagne-là... Je pense que c'est Henry Ford qui disait qu'on surestime les opinions puis on sous-estime les idées. Oui, fait que... C'est une période triste un peu au niveau politique. Regarde la campagne américaine, là. Où sont les idées, là? Bon, il y a quelques idées. Il y a des idées dans le fond, mais on n'en parle pas. On va parler des conneries qu'a dit un et l'autre chef, un et l'autre candidat, that's it, là. Puis s'ils disent pas des conneries, on va fouiller les poubelles pour trouver des conneries. Fait que c'est pas joyeux, là. T'sais. Donc, tu as eu à vivre une expérience difficile et à rebâtir, puis là arrive la pandémie, évidemment. Là, tu t'es rebâti depuis la pandémie. Comment ça va, ça, ce côté de ta vie? Parce que tu as fait quand même une bonne business, une bonne entreprise qui fonctionnait bien. Bien, ça va mieux que ça allait. J'ai encore des croûtes à manger, mais je me plains pas, là. Il y a pire que moi dans la vie, là. C'est pas le Klondike, mais c'est pas la dèche non plus, là. Puis en même temps, c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur, là. Tu as des hauts, tu as des bas... Mais disons que la politique n'a pas aidé, là, tu sais. Puis c'est comme si... c'est comme si après que tu aies fait de la politique, tu es devenu persona non grata. T'sais? Oui. Je voulais te poser la question là-dessus. Est-ce que tu te sens comme une paria, notamment au sein des communautés LGBT? Parce que j'ai l'impression qu'on te voit moins souvent dans les communautés. Non, je suis quand même... à la Chambre de commerce LGBT. La Chambre de commerce LGBT. Puis... dans les communautés LGBT, c'est sûr que c'est la mauvaise transe, parce qu'il y a beaucoup de LGBT qui étaient Québec solidaire. Ouais. Hein? Puis Québec solidaire, là, puis d'ailleurs, la gauche c'est beaucoup accaparé de l'enjeu trans. Puis l'a poussé, moi je considère de manière exagérée, puis que là, on a le contre-coup, notamment avec l'Alberta, là. Mais c'est comme si tout ce qui avait été fait avant n'existait pas, là, puis on va réinventer la roue, puis toutes les trans qui ont lutté avant nous autres, non, c'est nous autres qui a la vérité, puis on part. Puis moi, j'étais la mauvaise trans, parce que j'étais pas dans le bon parti, tu sais. Puis c'est resté, puis regarde. Puis ironiquement, c'est la même chose aussi du côté des geeks. Les geeks, moi j'ai des chums geeks, là, j'ai écrit le rapport d'étonnement avec 12 autres penseurs du web. On a fait un méchant rapport pour dire que le Québec doit prendre le virage numérique au PC, puis voici ce qu'il faut qu'on fasse.
Puis il y en a beaucoup dans ceux-là, quand je me suis présenté, je m'attendais d'avoir un certain support, puis qu'ils disent, enfin, quelqu'un qui va... Ben non, je n'étais pas Québec solidaire, fait que je me suis fait rentrer dedans, j'en revenais pas, tu sais. Fait que, tu sais, mais ça, en même temps, regarde, la vie... disons que, tu sais, moi, je suis une idéaliste, hein, puis j'allais là vraiment là pour aider la population. Puis d'ailleurs, quand j'ai fini ma maîtrise, puis j'ai parti mon blog, j'ai décidé de le faire en français parce que c'est le Québec qui avait payé ma formation. Puis je me disais que je me devais de redonner au Québec. Mais si j'avais écrit en anglais, là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, là. Tu sais, quand j'ai sorti mon premier livre, Les médias sociaux 101, là, c'est 4 fois best-seller au Québec. Mais 4 fois best-seller au Québec, c'est des pinottes, là, tu sais. Mitch Joel, qui avait sorti Six Pixels of Separation en même temps que moi, lui, il est devenu un New York Times best-seller. Il faisait des conférences à 45 000 par la conférence, puis en fait 2-3 par semaine. Ouais. C'est pas le même marché, là, tu sais. Bon, il a fait des ventes de 300-400 000 livres, tu sais. Puis Canoë, qui avait lu son livre et mon livre, avait dit Mitch Joel a saisi le taureau par les cornes, Michel Blanc l'a soulevé. Tabarnak, méchante belle critique. Ouais. Bon, mais moi, regarde, j'ai essayé d'avoir un éditeur américain. Non, ça vient du Québec. Puis j'ai payé 5 000 $ pour traduire mon livre. Wow. Puis il ne voulait pas le publier. Puis en France, ça va être trop dur. On peut pas publier ça. Puis ils sont mis à genoux pour traduire le livre de Mitch Joel, puis ils ont fait un pont d'or. Fait que c'est... Bon, j'ai fait des choix nationalistes pour ma business, pour ma vie, pour la politique. Parce que tu es souverainiste aussi, il faut le dire. Là. Oui, parce que je suis souverainiste, puis parce que je sais d'où ce que je viens, puis parce que je veux aider le monde d'où je viens. Mm-hmm. Mais tu sais, ça n'a pas été les choix les plus payants, disons, que j'ai faits dans ma carrière. Puis, mais c'est ça, tu sais, je suis une rêveuse, je suis une idéaliste, puis je veux aider le Québec, tu sais. Fait que le marché, il est ce qu'il est, puis tu vis avec, là, tu sais. Comment va Bébite électrique? Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu l'appelais Bébite électrique. On n'est pas encore... On n'a pas... je sais que c'est Christine, son vrai nom, là, mais... Bébite électrique, c'est parce que, bon, c'est ça. Quand je commençais à être connu, j'avais des détracteurs, puis il y a quelqu'un qui avait fait un site qui s'appelait Bébite blanc, puis il me vomissait dessus à tour de bras. Ouais. Puis j'ai dit, Christine, il faut que tu m'aides, là. Il faut que tu ailles en ligne, puis que tu fasses un vrai bébite électrique, comme ça, l'autre va s'effacer, puis il va disparaître. Ce qu'elle a fait. Et bébite électrique, bien, c'est le mot d'amour que je donne parce qu'elle, c'est une très, très grande mélomane. Mm. Puis, tu sais, moi, je l'appelais ma bébite d'amour. Puis, à un moment donné, ben, bébite électrique, bébito sanctos. Il y a eu plusieurs déclinaisons de bébite, là, tu sais. Même qu'à un moment donné, je m'en vais dans... C'est sa fête. Puis, je m'en vais dans une pâtisserie, puis je fais faire un gâteau, puis je dis, écrivez « Bonne fête, chère bébite ». Puis la fille, elle voulait pas. On peut pas écrire ça sur un gâteau. Je dis, au prix que ça coûte, si tu vas écrire ce que je veux, là, écoute, là, Est-ce que tu as des regrets? Si j'ai des regrets, oui, j'ai des regrets. Je regrette d'avoir fait de la politique. Parce que ça m'a coûté cher, puis ça m'a coûté cher émotivement. Ça m'a blessé profondément. Mais en même temps, tu sais, j'ai déjà dit que quand je vais mourir, ce ne sera pas le cash que je vais avoir fait. Ce ne sera pas mes succès professionnels. Ça va être le fait que, parce que j'ai parlé de ma transition, je sais que j'ai sauvé des vies et les gens me le disent. T'sais. Fait que ça, je suis fier de ça. Mais en même temps, je regrette que ma transition ait eu préséance sur mon expertise parce que j'ai été sollicité beaucoup par les mandats avant ma transition. Puis après, ma transition, on ne parlait plus que de transsexualité. Tu sais, comme je te dis, je faisais des chroniques au Canal Argent, je faisais des chroniques partout, tu sais, à RDI, à LCN, j'étais l'experte qu'on appelait. Puis après ça, ben là, j'étais la trans qu'on appelait, tu sais. Fait que c'est comme si la transsexualité, j'étais rien que ça. Et tout ce que j'étais avant, ben, avait perdu un peu de son éclat, de sa pertinence. Ça fait que ça, c'est triste, tu sais. On arrive à la fin. J'aimerais savoir, est-ce que tu es heureuse maintenant? Je sais, je te suis sur les réseaux sociaux. Tu vas parler de ton petit-fils, de ta vie. Tu es heureuse? Je suis... comment je te dirais ça? Moi, je suis une personne naturelle. Je me réveille de bonne heure. Puis je me réveille de bonne humeur. Tu sais, je me force pas pour être heureuse. J'ai pas...
Est-ce que je suis heureux? Tu sais, je pense pas que j'ai besoin d'être heureux. Je le suis naturellement. Mais évidemment, comme tout le monde, j'ai des coups durs. Puis à un moment donné, c'est rough, là, tu sais. Mais spontanément, tu sais, moi, je vois une fleur, puis je m'émeus de voir une fleur. Tu sais, j'ai le bonheur facile, tu sais. Michel Blanc, c'était vraiment un honneur, un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. C'était donc Affirmation avec Michel Blanc. On remercie Maurice Bolduc à la régie, Gerlé Omelette aux réseaux sociaux et aux communications. Je m'appelle Denis Martin Chabot, j'anime, je réalise Affirmation. Affirmation, une production de Canal M, la voix de l'inclusion, la radio de Vues et Voix.